Salut les amis, aujourd'hui nous engageons la deuxième partie, n'est-ce pas, du chapitre 1 sur l'histoire biologique, n'est-ce pas, de Loïc de 2 ans. Présentons donc les résultats d'examen, ok? Qu'est-ce que les examens ont donné? Donc, l'annulation formule sanguine de Loïc a donné quoi? Au niveau des globules rouges, en fait, voilà là où ça se joue. C'est ici. Tous vos problèmes arrivent sur le cliché. Quand, bon, le cliché va varier, dépendamment du contexte, n'est-ce pas? Et dépendamment de l'appareil sur quoi on a lancé l'examen. Quel est le type d'appareil qu'on a utilisé pour lancer votre animation formule sanguine? Vous voyez ça? Les clichés peuvent changer. Mais les indicateurs, c'est-à-dire quoi? Les paramètres de l'animation formule sanguine. Ok? Donc, les paramètres là, ça ne change pas. Ça reste identique. Vous comprenez? Donc, sur le cliché, vous verrez qu'il y a toujours l'initiale du paramètre. Par exemple, pour le cas des globules rouges, on a l'initiale, on a le résultat, ici la valeur obtenue, et juste à côté, on a l'intervalle de référence. Vous comprenez ça? C'est toujours comme ça. Donc, maintenant, quand on obtient une valeur, si la valeur se trouve dans l'intervalle de référence, ok, c'est bon. Le profil biologique est normal. Maintenant, si la valeur se trouve en dessous de l'intervalle de référence, il y a problème. Ou alors, si c'est au-delà de l'intervalle de référence, il y a donc problème. Et le plus souvent, quand c'est en dessous, vous allez voir, on va écrire L devant. Pour dire low. Vous comprenez, non? Ça sera toujours L. Et quand c'est au-delà, ça va être un H. Pour dire high. Donc, quand vous regardez votre cliché, si vous ne voyez nulle part où il y a une lettre, soit L ou H, pour dire que la valeur si est trop, la composante si est trop élevée, celle-là est trop basse. S'il n'y a pas de low, L ou de H, vous comprenez là que c'est une animation formule sanguine qui présente un profil biologique normal. Dès lors qu'il y a un souci, parfois vous allez voir un astérisque devant la valeur. Un astérisque. Quand ce n'est pas l'astérisque, c'est une lettre. Dès qu'on voit le L ou le H, il y a problème. Mais sachez que sur ce cliché, vous regardez la valeur et vous regardez l'intervalle. Donc la difficulté parfois ici, c'est d'être attentif et de lire. Prenez la peine de lire le cliché. Vous lisez juste. Donc, l'animation formule sanguine de Loïc a donné pour les globules rouges. Donc, les globules rouges ont donné 3,1 fois 10 puissance 12 globules rouges par litre. Ça, c'est les globules rouges. L'hémoglobine, 9,7 grammes par décilitre. N'est-ce pas? Vous voyez que le globule rouge, si on regarde l'intervalle de référence devant là, entre 3,8 et 5,4. 10 puissance 12, ça c'est Tera par litre. Bon, ok, mais tu pouvais dire 3, certaines animations formelles, vous allez voir, on va dire par exemple 3,1 T, Tera par litre, ou alors 3,1 fois 10 puissance 12 par litre. Donc l'intervalle de référence, vous voyez que c'est un peu en dessous, donc l'eau, d'où le L. Pourquoi les globules sont bas? L'hémoglobine, 9,7 grammes par décilitre. Intervalle de référence entre 10,5 et 15. Vous voyez que c'est légèrement bas. Donc, et les plaquettes ont donné quoi? Les plaquettes de Loïc ont donné 120, n'est-ce pas? Fois 10 puissance 9 par litre. Donc ici méga. Donc 120 plaquettes, n'est-ce pas? 120 fois 10 puissance 9 plaquettes par litre, ou alors 120 mégas par litre de plaquettes. C'est également légèrement bas. Donc, vous voyez que les trois composantes là, je ne veux pas encore explorer. Globule rouge, bas.
plaquettes, oui, globules rouges bas, hémoglobine bas, plaquettes basse également. Il y a donc un problème. Si c'est la première fois que tu prends cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné des sciences de la santé. Et sur cette chaîne, je te partage tant de conseils liés à la santé. Si ta santé te passionne, abonne-toi, ok? Allons-y. Mais ça ne nous dit pas exact, ça ne nous dit pas encore l'origine. Qu'est-ce qui a induit ça? On ne sait pas encore. Mais vous voyez que ça nous donne déjà des informations. La baisse du nombre de globules rouges peut être liée à plusieurs facteurs. Ok. On a abordé ça dans une vidéo. Vous voyez que le sang de l'enfant a baissé. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est le paludisme? Est-ce que c'est un déficit? Quand on dit déficit, ça veut dire quoi? En sels minéraux. Ça veut dire que l'enfant est sous-alimenté. Une malnutrition. Si l'alimentation de l'enfant n'apporte pas suffisamment de sels minéraux pour favoriser la synthèse des globules rouges dans le sang de l'enfant, par conséquent, on peut avoir une anémie. Ça, c'est, le plus souvent, l'hémoglobine est liée à quoi? La pathologie qui est liée à l'hémoglobine, c'est l'anémie. Vous voyez? Donc, là, le taux de sang est déjà bas. C'est dû à quoi? Mais dans les globules blancs montrent quoi? Les globules blancs nous présentent, n'est-ce pas, 10 fois 10 puissance 9 globules blancs par litre. Ou encore 10, n'est-ce pas, mégas par litre de globules blancs. Ça, c'est globules blancs. Et l'intervalle, on a dit combien? 5,5 à 15. Donc là, c'est normal, autant pour moi, ok? Retenez ceci. Les intervalles de référence de cette numération formule sanguine vont varier selon l'âge, le sexe et le profil biologique, femme enceinte ou pas. Par exemple, vous comprenez ça? Donc ça varie. Vous allez voir dans d'autres chapitres, l'intervalle s'y va changer. Les intervalles là vont changer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important de le savoir. Vous voyez donc que grâce à l'animation formule sanguine, on a compris que l'enfant a une anémie. Le plus souvent, pour vous, ça c'est une anémie simple, voire même modérée, ou alors anémie légère ou modérée. Parce qu'il existe des anémies sévères. Vous comprenez? Donc ça, c'est une anémie simple. On peut dire anémie simple, légère ou modérée. C'est bon. Vous comprenez? Vous voyez ça? Voilà. C'est déjà bon. Les globules rouges sont également bas. Quand le taux de globules rouges baisse, on regarde directement l'hémoglobine. Plus le nombre de globules rouges va baisser, par conséquent, la quantité d'hémoglobine baisse c'est-à-dire que automatiquement, en fait, le plus souvent. Voilà. Maintenant, nous n'allons pas caractériser l'anémie ici. Ça ne va pas vous aider, les mamans. Ok. Peut-être les étudiants, ça peut aider les étudiants. Donc ici, pour caractériser l'anémie, on aura besoin de 3 autres composantes qu'on va appeler les volumes globulaires moyens, la teneur corpusculaire moyenne et la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. Ces 3 composantes liées à l'hémoglobine vont nous permettre de caractériser l'anémie. Je tiens à préciser que l'hématocrite est à 29,1%. Vous voyez que c'est également bas pour un intervalle de référence entre 36 et 45. Pour dire quoi? Je vous ai dit, l'intervalle de référence nous donne l'intervalle des taux que dès qu'on les obtient, on sait que c'est normal. Quand la valeur du patient est à l'intérieur de l'intervalle de référence, n'est-ce pas? On va dire que c'est normal. Voilà. Donc ici, le volume globulaire moyen a donné, n'est-ce pas, 89,8 FL pour femtolitre. Vous comprenez ça? La teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine nous donne 24 picogrammes.
Et la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine nous doit donner 27,2 grammes par décilitre. Une concentration corpusculaire en hémoglobine qui est basse, ça peut s'expliquer, n'est-ce pas? On va voir donc pourquoi tout ça. Donc, on a un taux d'hémoglobine à 9,7 grammes par décilitre, c'est-à-dire que c'est une anémie simple ou légère, voire même modérée. Maintenant, volume globulaire moyen en hémoglobine normale, VGM normal, on va dire une anémie modérée normocytaire, ok? Et maintenant, on a une teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine à 24 picogrammes qui est basse. On a une concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine qui est également basse. La concentration de l'hémoglobine dans le globule rouge permet plus élevé, mieux le globule rouge est coloré. On peut parler de normochrome ou hypochrome. Bon, on ne parle, quand en cas d'hyperchromie, c'est-à-dire qu'il y a trop d'hémoglobine dans le globule rouge, il n'y a pas de souci, le plus souvent. Donc, lié à ces composantes de teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine et concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine basse, on va parler ici d'une anémie modérée, ou bien une anémie simple, ou bien une anémie légère, normocytaire, hypochrome. Vous comprenez? Anémie modérée, normocytaire, hypochrome. Ça, c'est la caractérisation de l'anémie. Bon, les experts, ne venez pas tirer sur moi. Mettez en commentaire pour améliorer, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses que je suis en train de dire ici, donc il peut arriver que je pose un lapsus. Ça peut arriver. Je reconnais, je suis un être humain, donc la limite peut arriver. Venez améliorer en commentaire, c'est bon? C'est bon. Ici, ça c'est la caractérisation de l'anémie. Simplement parlant, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, rembobiner si vous n'avez pas compris. L'enfant a un taux de sang légèrement bas. Et il faut savoir qu'est-ce qui est en train de baisser le taux de sang de l'enfant. Est-ce que c'est d'origine extracorpusculaire ou intracorpusculaire? J'explique. D'origine extracorpusculaire, c'est un germe ou alors un parasite comme ceux liés au paludisme, responsables du paludisme, les plasmodiums, qui sont capables de liser et de casser vos globules rouges. Si c'est un élément étranger à l'organisme qui est en train de casser ces globules rouges, comme dans le cas du paludisme, là on va dire que c'est d'origine extracorpusculaire. Ça c'est un exemple. Si ce sont les toxines bactériennes libérées dans le sang de l'enfant qui provoquent la lyse des hématies, n'est-ce pas? On va toujours dire que, c'est-à-dire qu'il y a par exemple une septicémie. Ça, c'est toujours extracorpusculaire. Maintenant, il y a les anémies. C'est-à-dire que le taux de sang de l'enfant a baissé. Ça peut être dû à quoi? À un problème, n'est-ce pas, intracorpusculaire. Ça veut dire quoi? Le globule rouge ne trouve pas suffisamment de nutriments pour son métabolisme. Ça peut être une carence en fer. L'alimentation de l'enfant n'est pas riche en fer. C'est zéro. Les macabos, trop de macabos. Les arachides salés, le maïs grillé, les biscuits, les bonbons. Quand vous donnez les bonbons tous les jours à l'enfant, vous pensez que ça sera bon pour l'enfant. Hein? Ouais, il y a même quoi. Donc, vous voyez donc rien que l'animation famille sanguine nous donne, ouvre toutes ces portes-là. Et il va falloir maintenant qu'on regarde les autres examens pour conclure si c'est intra ou extracorpusculaire. Donc, par là, je vous forme donc. C'est aussi un plus. Maintenant, vous allez connaître les termes médicaux là. Et quand c'est extracorpusculaire, donc, ça vient de l'extérieur. Étant pour moi, intracorpusculaire. Vous voyez donc que s'il y a un déficit en fer, en vitamine B, vitamine B12 ou en acide folique, vous comprenez? Qu'est-ce qui va se passer? Le corps n'a pas suffisamment de nutriments, il y aura des carences. Et la confirmation de toutes ces carences-là, on le fait par des examens supplémentaires. N'est-ce pas? Oui, 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 oui. Ça entre toujours dans la caractérisation de l'anémie. N'est-ce pas? Mais avant de penser à un problème alimentaire, on continue avec les examens. C'est bon? Voilà. Les globules blancs, c'est normal. En fait, ici, je ne vais pas caractériser les globules blancs. Mais on a dit que c'est dans l'intervalle.
Mais ça peut être caractérisé avec tous les paramètres que vous voyez là, lymphocytes, les mythes, les grandes, les pourcentage de lymphes, pourcentage des mythes. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Dans un autre profil, dépendamment des cas de patients, on va entrer en profondeur. Vous voyez donc, dépendamment de la complexité, plus on aura des enfants avec des infections sévères et voire sévères, voire graves et tout ça, on va étudier en profondeur chaque famille de cellules. Vous comprenez, non? Donc, pour ce cas, nous n'allons pas faire cette exploration au niveau des lymphocytes et tout ça. N'est-ce pas? Mais on va quand même parler de la lecture du frottis parce que pour qu'il y ait une bonne numération formule sanguine doit être toujours associée à un frottis sanguin. Ok, super. Donc, on finit avec les plaquettes pour l'animation formule sanguine. Les plaquettes sont à 120 mégas par litre, les plaquettes, ou encore 120 par 10 puissance 9. On parle plus souvent de quoi? De thrombopénie. La thrombopénie ici, c'est la baisse, n'est-ce pas, du taux, du nombre de plaquettes en deçà des intervalles de référence, n'est-ce pas, dans le sang. On parle de thrombopénie. Elle peut être également modérée. Là, c'est une thrombopénie 120. Disons simple ou modérée. Le rythme est bon. Super. Cette thrombopénie est liée à quoi? Je vous ai dit que, outre le fait que les plaquettes agissent dans le processus de coagulation, ça veut dire que, de façon simple, les plaquettes aident le corps à stopper un saignement. Et quand je me souviens que j'avais presque clashé à l'époque avec mon maître d'hématologie, n'est-ce pas? Docteur, bon, j'étais le nom, n'est-ce pas? Si elle m'autorise, je veux présenter son nom ici. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les hémorragies intravasculaires, une hémorragie extravasculaire. Les experts, venez tirer, les gars. Est-ce qu'il y a une différence entre l'hémorragie intravasculaire et l'hémorragie extravasculaire? Les gars, mettez en commentaire si vous pensez que ça existe. Et si oui, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Du moins, est-ce qu'il y a une différence de façon simple? Bref, ça c'est pour les experts. Venez tirer. Donc, en dehors de la coagulation, les plaquettes agissent également dans la défense de l'organisme. Et je vous le dis, les plaquettes agissent dans la défense de l'organisme. Les experts vont venir tirer. Les hématologues, là, venez tirer seulement. On va gérer. Allons-y, donc on va donc comprendre pourquoi les plaquettes sont basses. Mais maintenant, nous, quand on voit les plaquettes bas comme ça, nous on sait déjà que il y a une forte probabilité qu'un élément pathogène se trouve dans votre sang. Donc, ce sont des indicateurs comme ça là, clés. Ce qui fait que les plaquettes, si toujours, ça peut avoir un problème. En fait, c'est très sensible à la qualité de l'échantillon. Waouh. Oui. Waouh. Je parle ici pour mes récits, mes matins et tout ça. Quand on est en train de faire le prélèvement, quand je dis que maman, le prélèvement doit être fait ou refait, c'est vrai que ça peut être douloureux, mais sachez que la qualité du prélèvement, s'agissant de la numération formule sanguine, est d'une importance capitale. Parce qu'un mauvais prélèvement peut provoquer une thrombopénie. Et c'est comme ça que le médecin a perdu. Est-ce que les gars, est-ce que vous comprenez? Quand je vous forme, par exemple, dans les techniques de prélèvement, j'ai fait une vidéo ici où j'ai présenté 5 techniques de prélèvement redoutées. Et quand je pense qu'il y a des étudiants médiocres qu'on laisse finir les formations et qui ne maîtrisent pas, ne serait-ce que 3 techniques de prélèvement. Je vous ai donné la formation sur 5 techniques de prélèvement de haute qualité. Vous ne cherchez pas à regarder la vidéo, vous ne maîtrisez pas. Voilà la vidéo qui est là. Elle n'a même pas de vue. Je suis dépassé. Bientôt, cette vidéo ne sera plus d'accès à tous. Parce que ça, c'est le savoir qu'on vous donne comme ça, free. Mais vous ne voulez pas appliquer. Donc, les plaquettes, c'est là. Maman, quand vous êtes à l'hôpital avec moi, là, si le prélèvement n'est pas de qualité, on va refaire le prélèvement. Là. Rien que pour les plaquettes, on va refaire. Parce que c'est un indicateur clé. La thrombopénie doit être confirmée. Et le plus souvent, confirmer ça avec la qualité du prélèvement et le frottis sanguin. Ce qu'on appelle souvent les agrégats plaquettaires
liées au prélèvement, à la qualité du prélèvement, vont avoir un impact lors de l'animation de formule sanguine. Vous comprenez? On va y revenir. Maintenant qu'on a tout ça là, on doit savoir, n'est-ce pas? L'anémie, c'est pourquoi? Les plaquettes, c'est pourquoi? La goutte épaisse de Loïc a donné une recherche positive, n'est-ce pas? Des plasmodies du type Plasmodium falciparum avec une densité parasitaire à 3500 trophozoïdes par microlitre. Aha, bingo. On a presque posé le diagnostic. C'est le palu. La maman de Loïc avait raison. L'enfant avait bel et bien le palu. À 3500 trophozoïdes par microlitre. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la CRP donne? On chute directement. La CRP qui permet de donner l'état de l'infection, la gravité. Cette inflammation aiguë est à quel grade? Dépendamment du taux. Je vous ai dit, plus le chiffre devant la CRP là sera élevé, plus le processus inflammatoire peut être également très récent sur le temps. On a une CRP à 48 mg par litre. Donc, c'est bon? Super. Donc, l'anémie est due à quoi? À l'infestation au Plasmodium falciparum. La CRP ici, qui présente qui? La protéine C réactive, une protéine, une molécule sécrétée par notre foie en cas d'une infection. Donc, quand il y a une infection ou tout autre processus non infectieux, il n'y a pas que l'infection qui fait élever la CRP. On va y arriver. Je vous avais fait une vidéo ici où je vous disais, on peut préparer le coq. L'enfant finit de manger, il fait la fièvre. On peut faire un repas, comme d'habitude à la maison. Vous vous rendez compte qu'un enfant a fait la fièvre. Ce n'est pas parce que l'enfant a fait la fièvre que l'enfant est malade. N'est-ce pas? Après un repas copieux, après une activité physique intense, la CRP peut s'élever. Après un prélèvement difficile, par exemple, on a cherché la veine d'un enfant pendant plus de 2 heures. Ou alors on a cherché à prélever un enfant pendant plus de 1 heure. Le choc physique là, l'invasion, la CRP va sortir. Est-ce que c'est bon? Le rythme est bon? Super. Vous avez compris. Et maintenant, l'examen de c'est la copologie. Nous avons une absence de kystes, absence d'œufs de parasites, absence de larves de parasites. OK? Et puis on a un microbiote bon. Nous, quand on fait la copologie, dans notre contexte, nous donnons l'état du microbiote intestinal. Ici, on a un microbiote intestinal dense et immobile. Vous allez me dire que ça, c'est la bactérie, parce que le microbiote intestinal regarde tout, beaucoup plus les bactéries dans la selle. Vous comprenez? J'ai fait des vidéos où je parle des microbiotes intestinal dense, mobile, immobile. Parce que si vous, pendant l'examen, pendant la copologie, on va voir ces cas de figure. Vous allez voir que dans certains cas, bref, vous verrez. Le microbiote intestinal est dense et très mobile. Vous voyez ça, vous ne signalez pas au médecin. Parce que cette densité et mobilité liée au microbiote intestinal interpelle sur une potentielle coproculture qu'on doit effectuer par exemple. Ça, ce n'est qu'un exemple. Vous allez m'excuser si j'ai déjà cité, mais j'insiste à ce niveau-là que ça va changer dépendamment des cas. Bon, pour ce cas, pour Loïc, on a un microbiote intestinal dense, immobile. C'est bon. Et puis, on a absence de kystes, c'est bon, ok, d'amibes et tout ça. Pas de larves de parasites et autres. On n'a pas de cristaux. Et puis, les enfants qu'on dose les médicaments au quartier, le plus souvent, on va voir les cristaux dans leur selle. Au niveau de l'urine, dont la selle n'a pas vraiment de particularité. Au niveau de l'urine, qu'est-ce qu'on a? Le profil biologique présente un pH à 6, une densité de l'urine à 1,015, et puis le reste des paramètres, c'est négatif. C'est-à-dire la bilirubine, l'urobilirogène, les cétones, le glucose. Le glucose, c'est le sucre. Le sucre, dans d'autres cas, on va interpréter l'examen de la biochimie urinaire. OK. L'acide ascorbique, les leucocytes, les nitrites. Parce que dans la biochimie urinaire, il y a le pH, la densité, les nitrites, les leucocytes, les hématies, les cétones, la bilirubine.
En fait, tout me met. Chaque paramètre, ça c'est une biochimie urinaire à 11 paramètres. Chaque paramètre de la biochimie urinaire nous explore l'organisme comme vous n'avez même pas idée. Certains étudiants pensent que la biochimie urinaire est simple, alors que c'est l'un des examens les plus complexes de tous les temps. En tant que si vous êtes en première, je vous déconseille de faire une présentation sur la biochimie urinaire. Parce que chaque paramètre a un principe de détection. Ça, c'est pour les biologistes. C'est hyper complexe. Pourquoi le pH? Pourquoi chaque paramètre? Le pourquoi du comment, on va expliquer ça dans le profil biologique, dans un profil biologique à l'avenir. Vous comprenez ça? Super. Faisons une synthèse sur la globalité du profil biologique. Donc, je vais associer donc les paramètres cliniques qu'on a utilisés comme données ici et les données biologiques qu'on a obtenues au laboratoire, n'est-ce pas? Donc, l'enfant faisait la fièvre. L'enfant avait des douleurs au ventre et l'enfant également vomit. On veut savoir pourquoi l'enfant vomit. Est-ce que c'est une mauvaise digestion? Est-ce que c'est un gène? Est-ce que c'est un parasite à l'origine des douleurs? Quel est le type d'affection dans le ventre? Et puis la fièvre, elle est liée à quoi? Est-ce qu'il y a une inflammation dans son sang ou alors un processus inflammatoire en cours dans son sang? Toujours lié à cette fièvre, n'aurait-il pas, n'est-ce pas, un élément étranger? Ici, on va les appeler comment? Des pathogènes, ok? Des gènes, peut-être des bactéries, des lévures ou tout autre, ou tout, ou tout autre organisme étranger qui se trouve dans son sang. Donc, pour pouvoir explorer ça, on a fait ces examens, n'est-ce pas? On a donc compris que la goutte épaisse pour le paludisme est revenue positive, n'est-ce pas? Donc, il y a les trophozoïtes, ce parasite là responsable du paludisme dans le sang de l'enfant, qui peut justifier la fièvre. Parce que la fièvre est également un système de défense. Le corps lève cette fièvre-là pour pouvoir tenter de limiter la physiologie des éléments étrangers. On est d'accord? Super. Maintenant, l'affection donc est liée à quoi? À une infestation due au Plasmodium falciparum, qui a produit donc un processus inflammatoire aigu, matérialisé ici par qui? Par notre CRP, qui nous donne la gravité à 48 mg par litre. Cette protéine C réactive qui est sécrétée par qui? Notre foie en cas d'un processus inflammatoire ou pas. Ok? Là, c'est toujours clair. Et maintenant, associé à ça, la numération formule sanguine qui nous donne l'état du profil biologique du sang de l'enfant, on a montré quoi? Une anémie modérée. Pourquoi on a une anémie modérée à 9,7 grammes? L'anémie est due à quoi? On a dit à un processus autant pour moi, extra-corpusculaire. Pourquoi l'anémie de l'enfant? Vous savez, quand le plasmodium se trouve dans votre sang, le processus d'infestation, je ne vais pas expliquer ici. Ok. Mais une fois, après la piqûre de moustique, quand le plasmodium est dans ton sang, les gars vont suivre un cycle précis, n'est-ce pas? Le foie, les mérozoïdes, tout le reste. Une fois qu'ils sont dans le sang circulant, ils infestent le globule rouge. C'est-à-dire quoi? Ils vont pénétrer le globule rouge. À l'intérieur du globule rouge, ils vont se multiplier. Vous comprenez? Après provoquer la lyse, ils vont se multiplier. La résistance physiologique du globule rouge ne pourra plus tenir. Le globule rouge va se casser. Et quand le globule rouge se casse, vous comprenez donc pourquoi le nombre de globules rouges baisse. Et quand le nombre de globules rouges baisse, le taux d'hémoglobine baisse automatiquement. Vous comprenez donc pourquoi l'hémoglobine a baissé. L'hémoglobine baisse parce qu'on est en train de casser les globules rouges. Et jusque-là, quel est donc le lien entre la baisse du taux de sang avec l'hémoglobine et nos plaquettes? J'ai dit, les plaquettes peuvent intervenir dans le processus de coagulation et la défense. Ces plaquettes-là naviguent ou alors se déplacent étroitement. C'est-à-dire qu'ils ont un processus étroitement lié avec les globules rouges. Ils sont toujours à proximité.
Je précise que le frottis sanguin n'a pas présenté d'agrégat plaquettaire, mais elle a présenté des schizocytes, n'est-ce pas? Bon, ces hématies fragmentées-là sont liées à cette lise, n'est-ce pas, extracorpusculaire, ok? Donc l'anémie est déjà extracorpusculaire. Donc, comment donc les plaquettes vont faire pour baisser? Quand il y a lise des hématies, et il y a la lise des hématies et tous ces hématies qui sont infestés. Et le métabolisme, n'est-ce pas, des trophozoïdes dans le globule rouge libère des toxines dans le sang. 1. La lise des hématies induit la destruction des résidus. Ça veut dire que les plaquettes vont se fixer aux résidus d'hématies. Par conséquent, ils vont favoriser l'élimination par la rate. Les globules rouges lisés ou défectueux ou infestés vont être détruits ou par la rate. Et le processus inflammatoire, de façon générale, se produit où? Dans la rate. C'est dans la rate qu'il y a un processus inflammatoire. C'est la guerre là-bas. C'est la guerre. Donc, dans ce combat-là, dans notre rate, c'est là-bas que les plaquettes vont agréger les globules rouges infestés et seront lisés directement dans la rate. Les plaquettes interviennent, donc ces plaquettes ayant intervenu dans le processus inflammatoire vont également, après l'attaque, ils vont être aussi défectués. Ces plaquettes ayant intervenu vont être également détruites. Vu que quand les plaquettes s'activent, ils produisent comme des tentacules pour englober, attraper. Vous comprenez ça? Et maintenant, les toxines libérées également par la lise des hématies. Ces toxines-là activent les facteurs de la coagulation plasmatique. Ces facteurs de la coagulation vont induire l'intervention des plaquettes. Par un mécanisme de chimiotaxine de haut niveau, les plaquettes vont s'agréger liées à l'activation des facteurs de la coagulation associés à l'inflammation. Donc, les hématies sont cassées. Ils libèrent des toxines et des protéines dans le sang. Ces toxines-là vont activer les molécules de la coagulation. Ces molécules-là, eux aussi, vont provoquer l'activation des plaquettes. Ces plaquettes-là qui vont venir s'agréger et seront détruites au niveau de la rate. Ce qui fait que le plus souvent, on a des thrombus. Quand on a le palio, on a des thrombus. Des petits thrombus là. Vous comprenez? Donc, ces petits cailloux là, liés aux globules rouges qui sont agrégés et tout ça, défectueux, lisés, au niveau où infestés vont aller au niveau de la rate pour être détruits. Vous comprenez donc pourquoi les plaquettes baissent automatiquement. Ils baissent parce que il y a consommation des facteurs de la coagulation liés à l'inflammation et surtout à cause de la lyse des hématies. Vous comprenez ça? Cette lyse des hématies induit la libération des molécules procoagulantes. Vous comprenez? Voilà. Voilà donc un peu expliqué les plaquettes. Vous devez comprendre que dans 90% des cas d'anémie extracorpusculaire, normocytaire, hypochrome, liée à une infestation au plasmodium sont associés à une consommation des plaquettes. Et on parlera de quoi? De thrombopénie. À presque 90%, on a toujours des thrombopénies. Et c'est ces mêmes thrombopénies-là qui vont nous montrer qu'un patient a peut-être potentiellement pris un traitement auparavant. Vous comprenez ça? Donc, c'était ici une façon de globaliser le profil, d'associer, n'est-ce pas, quelques paramètres de la NFS et la goutte épaisse. Et entre chaque paramètre, n'est-ce pas, les globules rouges et les plaquettes, comment est-ce qu'ils sont associés? Dans un prochain chapitre, on va aller encore plus en profondeur. Maintenant, l'examen pathologique n'a pas présenté des kystes, d'amibes ou de larves de parasites. Ce qui sous-entend que il va falloir faire 2 autres examens supplémentaires avant de confirmer ou infirmer un processus inflammatoire dans la voie digestive, à ne pas exclure. Vu que le tube digestif est long, donc peut-être la portion de celle qu'on a analysée n'était pas la portion de la zone de l'intestin qui est affectée. C'est pour ça qu'on demande au moins 3 selles à intervalle de 24, à intervalle de 24 entre chaque selle. Vous comprenez un peu l'approche. Bien évidemment, on doit préparer le malade avant la collecte d'échantillons de sel. On va aborder ça dans un autre chapitre. Quelle quantité de sel il faut, comment prélever, parce que le plus souvent, il nous faut, je précise, les sels fraîchement émises du matin. Point barre. On va aborder ça en profondeur très prochainement. Vous comprenez ça? Dans un prochain chapitre. Allons-y. Donc, voilà donc ainsi présenté
grosso modo, les résultats de l'enfant. Vous comprenez donc par là que la goutte épaisse, tout le monde connaît la goutte épaisse en Afrique. C'est pour le palu. Quand on écrit goutte épaisse, on met GE. Quand on met négatif, tu sais que, ah, il n'y a pas le palu. Quand on met des chiffres, vous savez déjà qu'il y a le palu. D'autres vont mettre goutte épaisse 3 croix. Goutte épaisse 1 croix. Ce n'est pas bien. Le plus important ici, c'est de donner, il est important de donner la densité. Parce qu'à partir du chiffre ici, on va calculer les doses d'artésone. Bon, bref, vous allez m'excuser, on va calculer le traitement. Je ne vais pas aborder le traitement. Pardon, je laisse ça pour cette part. On n'aborde pas ça ici. Allez à l'hôpital. Ok, voilà. Donc, quand vous restez à la maison, vous mettez, on, on fait parfois, vous faites des TDR. Le TDR vient positif. TDR positif. Attends. Le TDR est comment? Positif. Ok. Dosage. N'est-ce pas? Or, vous dosez comme ça, pourquoi? Sur la base de quoi? Comprenez bien quelque chose. Si vous ratez le dosage, vous risquez, de provoquer une anémie sévère. Je m'explique. On calcule l'administration, n'est-ce pas, des antipaludiens en fonction de la densité parasitaire parce que ce produit va liser, ça va casser encore les globules rouges. Donc ça veut dire qu'après le traitement, l'enfant peut d'abord descendre à 8 grammes et puis avant de remonter. Imaginez maintenant qu'on donne un traitement avec une durée trop longue par voie veineuse. Ça peut casser les hématies et casser encore plus, ce qui peut provoquer une anémie. Vous comprenez donc pourquoi parfois vous partez dans un centre de santé, on traite le palud de l'enfant normalement. Mais après que subitement l'enfant est seulement fatigué. Vous amenez l'enfant chez nous là, comme un cas qu'on va parler. Et malheureusement, ouais, l'enfant là était parti. Bref, comprenez dès à présent. Vous qui avez les centres de santé sans hémoglobinomètre, c'est pas bien. Vous devez avoir l'hémoglobinomètre quand vous traitez le palu. Un enfant que vous avez posé le diagnostic clinique du palu et confirmé ça avec un TDR, si je m'arrête ce moment-là, vous devez contrôler le taux d'hémoglobine de l'enfant. Parfois, l'enfant arrive au centre de santé avec 7 grammes d'hémoglobine. Vous allez regarder le palu et vous allez regarder le palu, le TDR, sans regarder le taux d'hémoglobine. Engagez le traitement, parfois même les 72 heures. Si vous engagez un traitement de 72 heures, plus relais, à un enfant qui a une densité parasitaire à 1000 ou alors à 500 peut-être par microlitre, vous savez ce qui va se passer après. Vous risquez de plonger l'enfant dans une anémie sévère. Ce qui explique pourquoi l'enfant arrive avec 2 grammes. C'est une parenthèse. Donc, Loïc, la goutte épaisse nous dit que l'enfant est affecté par le paludisme. Donc, l'affection, on récapitule. Les renseignements cliniques présentant une probabilité d'affection sur l'enfant nous confirment donc que le type d'affection ici était une infestation. L'infestation due à qui? Au Plasmodium falciparum, avec une densité par exemple 3500 par microlitre, associée à un processus inflammatoire qui se présente ici à 48 mg par litre. Ce profil inflammatoire se confirme avec l'état biologique du sang de l'enfant présentant une anémie simple ou modérée, n'est-ce pas, à 9,7 g par décilitre. Normocytaire avec une VGM à 89,8 femtolitres, n'est-ce pas? Hypochrome, confirmé avec une concentration corporelle moyenne en hémoglobine à 24 picogrammes par litre. 24 picogrammes, autant pour moi, juste. Et une concentration corporelle moyenne en hémoglobine à 27,2 grammes par décilitre. Cette caractérisation peut encore être améliorée. Ça, c'est juste de façon globale pour vous présenter un peu le cas, n'est-ce pas? Et puis, les leucocytes n'ont pas de particularité, n'est-ce pas? Et les plaquettes, bien évidemment, on a une thrombopénie modérée à 120, n'est-ce pas, mégas par litre. Maintenant, qu'est-ce que le frottier a donné? Le frottier n'a pas présenté d'agrégat plaquettaire. Ça veut dire que le prélèvement a été bon. Je vous ai dit, voilà. Un mauvais prélèvement va affecter les plaquettes.
vos tubes de numération formule sanguine ici, le tube violet là, que vous nous amenez avec 1 cc, 2 cc. Pardon, respectez le niveau là. Dans le meilleur des cas, on peut tolérer les 3 cc, les 2 cc. Mais pardon, pour une bonne numération formule sanguine de contrôle, respectez-moi ce volume. Mais en cas d'urgence, on peut être obligé d'accepter 2 cc ou 3 cc. Bon, allez, on va prendre ça en considération dans l'interprétation des résultats. Il faut mentionner ça. Maintenant, voilà dans le profil biologique. La biochimie urinaire n'a pas montré de particularité. La copologie, pas de particularité. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là. On peut encore demander à notre échantillon de sel à l'enfant. Si les douleurs persistent, on peut encore demander parce qu'il faut prendre au moins 3 selles pour confirmer que l'examen pathologique n'a pas de particularité. Il faut au moins 3 selles. Parce que la douleur au ventre là, on doit prendre au moins 3 selles pour confirmer ça. Maintenant, ça peut encore aller plus loin. Mais de façon simple, voilà donc comment je vous explique dans le profil de Loïc. Donc pour la petite histoire, Loïc avait bien récupéré, n'est-ce pas? Et la famille était bien rentrée à la maison. C'est vrai qu'ils sont plaints que les dépenses et tout. Bon, on va faire comment? Quand il dit on va faire comment, en fait, c'est le contexte. C'est toujours douloureux de dépenser parfois pour la prise en charge quand on ne comprend même pas. Au sorti, la mère de Loïc me dit que, mais Michael, moi je ne comprends pas l'affaire ici. On a demandé la NFS. Avant de sortir, on m'a demandé encore la GE, la CRP. Pourquoi? Pourquoi après mon traitement de palio, on me demande encore la GE, la CRP? À votre avis, pourquoi on a demandé ça? Je vous explique pourquoi ce contrôle avant de sortir dans le prochain chapitre. Ok? Et dépendamment des chapitres, je vais aller en profondeur dans les explications. Pour éviter que ça parte trop loin, on va d'abord s'arrêter là. Dépendamment des chapitres, j'irai en profondeur, dépendamment des résultats qu'on a obtenus. N'est-ce pas? Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que le rythme est bon? C'est posé. Ok? Avant de partir, des fois, dans des cas comme ça, on associe l'antipaludien avec un antibiotique sous le sacerdoce, en fait, avec une hypothèse selon laquelle l'infection ou alors l'infestation liée au plasmodium peut être associée à une sepsie. On dit souvent, on dit que l'enfant a une sepsie. Pourquoi est-ce que vous ne traitez pas uniquement le paludisme? Et puis on fait des examens complémentaires. On fait des examens complémentaires pour confirmer ou infirmer une potentielle sepsie. Parce qu'il y a des sepsies dont que les cliniciens, dans certains contextes, posent le diagnostic de façon clinique. Donc, ils regardent les signes et symptômes, quelques paramètres biologiques. Il doit avoir une sepsie. Donc, on va vous donner, vous allez voir, parce que c'est ce que vous savez, ça vous allez me dire ça en commentaire que pourquoi est-ce qu'on a, l'enfant avait seulement le palu. Maintenant, on a donné le traitement, un antipaludien, plus un antibiotique, peut-être Janta ou je ne sais pas trop quoi, ou Fleming. Donc, on vous a donné un antibiotique sans test de sensibilité. Pourquoi et sur la base de quoi? J'en parle également dans un prochain, sûrement dans le prochain chapitre. Ok? Merci d'avoir regardé. J'espère vraiment que grâce à ces deux parties présentant ce chapitre 1 pour le profil biologique de Loïc, enfant de 2 ans, vous avez pu comprendre quelque chose. Maintenant, si vous n'avez pas compris, recommencez, je répète. Ok? Voilà. Dans un prochain chapitre, dans le chapitre 2, on va sortir un cas un peu plus corsé cette fois-ci. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai omis la partie de la collecte des informations cliniques. J'ai pris une seule partie des informations cliniques. C'est pour ça que vous demandez d'aller consulter quand ça ne va pas. Parce que certes, après cette vidéo, vous allez avoir une ouverture d'esprit, mais consultez toujours. Vous devez toujours travailler avec un médecin, un consultant, un spécialiste à l'appui, dépendamment de la spécialité, dépendamment de votre problème. Ok? Merci et